Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo numéro 406 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui on va parler de l'échange, le trade de Desmond Bane depuis les Memphis Grizzlies vers le Orlando Magic. On va parler de Memphis, on va parler de Orlando, on va parler du prix et de tout ceci. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans Basket Lab. Desmond Bane échangé à Orlando. Alors là, c'est un peu la surprise du chef, donc cet échange qu'on n'a pas vu venir. Dimanche soir, je crois, Bane transféré au Magic, transfert un peu surprise niveau timing, mais même niveau tout court en fait. Je pensais pas, et on pensait pas collectivement, à mon avis, vous êtes un peu de cet avis, on pensait pas que Bane était sur le marché des transferts, donc ouais, un peu surprenant, même s'il y a des raisons, on va les expliquer. Donc trade de Bane aujourd'hui à Orlando, on va parler de tout ça, mais la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que ça lance un peu officieusement la saison des transferts et même l'intersaison. D'habitude, on a un peu le côté où les équipes attendent la fin des finales NBA pour commencer à annoncer les trades, mais les trades sont toujours pas officiels d'ailleurs, puisque le début de la vraie saison, de la vraie intersaison est un peu marqué par la draft, sous plusieurs aspects, masse salariale, etc. Mais bref, on s'en fiche. Grosso modo, ça y est, c'est parti. Il y a quelqu'un qui a enfin commencé à dégainer. Je pense d'ailleurs que on a sans doute des transferts de Kevin Durant qui sont sur la table, des propositions qui sont faites, mais là encore, on a sans doute le fait que les équipes utilisent la date de la draft comme une date un peu butoir, un peu comme la trade deadline en février, quoi, pour faire monter les enchères, voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus, d'autres comme offres ou comme contre-offres, etc. Donc bref, je pense que tout ceci va exploser, on en a déjà parlé, mais ça va être une intersaison qui va partir dans tous les sens, et donc ça a commencé. Ça y est, ça a commencé avec Desmond Bane, transféré à Orlando. Donc parlons de ceci, le trade, premièrement, donc Orlando reçoit Desmond Bane, d'accord, et Memphis reçoit Kentavious Caldwell-Pope, d'accord, Cole Anthony également, le jeune meneur arrière d'Orlando, 4 premiers tours de draft et un pick swap. Alors qu'est-ce qu'on appelle un pick swap? Je le rappelle rapidement pour ceux qui ne savent pas, c'est un échange de pick. Donc c'est pas je te donne mon pick totalement et donc moi j'ai -1 et toi t'as +1. C'est une possibilité, je donne les droits à l'autre équipe d'échanger et de prendre le meilleur pick des deux. Soit le tien, soit le mien, selon lequel va être le mieux placé, tu as le droit d'échanger. Donc en fait, on peut le dire, c'est concrètement un échange à 5 picks. Il y a 4 premiers tours concrets, plus un swap. Le swap, c'est un peu une manière déguisée de contourner certaines règles de la fameuse Stepien rule, t'as pas le droit d'échanger des tours de draft consécutifs, donc tu peux pas à l'avance dire j'échange 27, 28, 29, non, tu peux faire que 27 et 29, donc un swap, c'est un peu une manière contournée, donc j'insiste un peu parce que pour moi, c'est un peu un échange à 5 tours de draft, je pense qu'il faut un peu le voir comme ça, donc 5 tours de draft, plus les salaires de KCP et Cole Anthony pour obtenir Desmond Bane. Bon, maintenant le pourquoi. Une fois qu'on a dit le quoi, maintenant le pourquoi. Pourquoi a-t-on vu cet échange d'un point de vue de Memphis d'abord peut-être? Très simplement, est-on dans le cas d'un trade financier ou est-on dans le cas d'un trade sportif? C'est un peu ça toute la question. Moi, je pense tout de même qu'on est dans le cas d'un trade financier, même de manière assez triviale, pour le coup. Je ne pense pas que ça soit des raisons de oui, mais le trio était pas assez fort, ou Bane n'est pas assez fort, etc. Même si je vois que des gens, sans doute, que je vois un peu les avis un peu à droite à gauche là depuis 2-3 jours, sans doute qu'il est un peu sous-estimé Desmond Bane, donc peut-être que certains pourraient avancer l'argument sportif, mais je pense vraiment que c'est financier, et je peux vous expliquer très concrètement pourquoi c'est financier, parce que, bon, Memphis, il y a Ja Morant, d'accord, Ja Morant a déjà été prolongé, gros contrat, etc. Donc il a un peu c'est la superstar, il a son énorme contrat, ok. Jaren Jackson, la deuxième star, il est sur, pour l'instant, un contrat qui est absolument ridicule. C'est-à-dire que il avait prolongé pour 23 millions l'année, je crois, ou un truc comme ça, autour des 20 millions l'année, à une époque avant donc qu'il explose. Il y avait un peu des problèmes de blessure aussi, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'était pas évident quel joueur il allait être. Donc je veux dire, aujourd'hui, 23 millions l'année pour un Jaren Jackson, c'est du vol, hein. C'est un des meilleurs contrats de NBA, et surtout, en fait, il est arrivé en fin de contrat. Donc là, il est arrivé en fin de contrat, non pas en 2025, mais en 26. Donc en fait, vu que la fin de contrat c'est 26, le moment charnière, vous le savez, c'est N-1, c'est 25. Parce que soit on l'échange maintenant plutôt que le perdre pour rien, soit on le prolonge. C'est un peu l'idée. Il faut pas que ça traîne, hein. Analogie avec le foot, c'est tous les trucs Kylian Mbappé, etc. Non, là en basket c'est pareil. Quand on échange un joueur, a priori il faut le faire un an avant pour obtenir une valeur plutôt que le laisser filer pour rien. Donc
C'est un peu ça le nœud du problème pour moi. Pour Memphis, en tout cas, c'est comme ça que eux l'ont interprété et toutes les équipes ne l'auraient pas fait comme ça, mais on va l'expliquer. Donc Ja Morant, c'est bon, c'est sécurisé, superstar. Jaren Jackson, il faut en tout cas encore lui donner une prolongation. Et de l'autre côté, bon, Desmond Bane, c'est la troisième star, troisième gros joueur et qui est payé, lui, qui a déjà eu une grosse prolongation, c'est pareil que Jaren Jackson, hein. Il avait eu sa prolongation post-contrat rookie. Il a été drafté après, mais il a eu une plus grosse somme parce que le salary cap a un peu évolué et puis il était un peu plus, un peu meilleur en termes de production, moins blessé, etc. Donc bref, Desmond Bane, c'est 36 millions, 39 millions, 42 millions et 44 millions d'années restantes sur son contrat. Je vous fais pas le reste, hein, on s'en fiche un peu, mais grosso modo, je peux vous dire que les Grizzlies, avant l'échange de Desmond Bane, étaient à 136 millions de masse salariale. Voilà, le budget salarial, c'était 136 millions. Le salary cap, donc le truc autorisé, la limite autorisée, on peut la dépasser, mais la limite autorisée de cap, c'est 154 pour l'an prochain. Donc Memphis aurait été sous le cap pour l'instant, avec à peu près une vingtaine de millions à dépenser, mais avant free agency, avant la draft, où tu vas choper des joueurs et tu vas devoir donner des contrats, alors pas gros, mais quand même des contrats, etc., etc. Mais donc voilà, il y a un peu cette idée que, pourquoi se casser la tête à échanger Desmond Bane, vu que il y avait un peu d'argent tout de même, on a un peu de marge de manœuvre pour prolonger Jaren Jackson. Il y en a un peu, il n'y en a peut-être pas assez au goût des propriétaires. Et même, je vais rajouter de surcroît, il faut aussi rappeler que Memphis, ayant drafté Jaren Jackson, Ja Morant et Desmond Bane, Memphis a la possibilité sur ces joueurs-là de dépasser le cap à volonté pour les prolonger. C'est un peu une règle de base du salary cap, c'est que en tant que free agency, tu peux pas signer n'importe qui, il faut que tu aies de la place dans le cap pour aller chercher un mec qui est pas dans ton équipe à la base. Mais quand c'est quelqu'un qui a été chez toi depuis assez longtemps, sur lequel tu as ce qu'on appelle les bird rights, donc à l'époque de Larry Bird, la règle a été créée pour lui. En gros, tu peux prolonger le cap autant que tu veux pour prolonger tes propres joueurs, pour un peu éviter le côté un peu frustrant de nous on développe des mecs et puis ensuite les Lakers et les Knicks viennent poser des contrats et nous les prennent quoi. Je caricature un peu, mais voilà. Et d'ailleurs c'est un peu comme ça que ça nous avait été vendu à l'époque. Hein, souvenez-vous le faux narratif du trade de James Harden en 2012. Hein, je parle de 2012. Hein. Il y en a eu plein d'autres, mais quand Harden en 2012 à OKC, c'était ouais mais c'est dommage, la NBA elle est mal faite, les petits marchés, les petites équipes peuvent pas garder leurs joueurs. Non. Il pouvait totalement même mettre un contrat max sur James Harden à l'époque, un gros contrat, voire même un max. C'est juste qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu le faire, mais ils pouvaient. Il y a toujours cette possibilité sur des joueurs sur qui tu as les bird rights ou encore mieux, les joueurs que tu draftes toi-même, tu peux totalement prolonger ces joueurs-là, qu'importe ta situation, même si Memphis était déjà 50 millions au-dessus du salary cap, ils auraient pu le faire quand même. Ils auraient quand même pu poser un super max pour Jaren Jackson. Donc ça, c'est quand même le truc de base à savoir. Sauf que les propriétaires, ça leur plaît pas. Parce que, d'un côté, il y a la possibilité de le faire. Tu peux le faire. Tu peux dépasser le cap pour le faire. Mais de l'autre côté, si tu dépasses le cap, il y a des taxes, hein. Il y a les fameuses taxes, hein, comme on dit à chaque fois. La luxury tax, c'est, la limite, elle est à 154 millions au niveau du salary cap. Tu peux la dépasser, d'accord. Alors, pas n'importe comment, hein. Tu peux pas la dépasser avec des nouveaux joueurs, avec des free agency d'ailleurs. Non, mais tu peux la dépasser tout de même avec des trades, en prolongeant tes propres joueurs. Mais si tu dépasses, tu payes des taxes. Or, les propriétaires de Memphis, on le sait depuis des années, ce sont des propriétaires qui ne veulent absolument pas payer de taxes. En tout cas, en payer le moins possible. C'est comme ça, c'est pas une question de petit marché ou de gros marché, c'est une question de profil de propriétaire. Pour le coup, d'ailleurs, c'est même pas non plus une question, je parlais petit et gros marché, mais c'est même pas non plus une question de compétitivité, puisque vous voyez bien que Memphis, ils sont quand même une bonne équipe, pour le coup. Même s'ils sont pas parfaits, ils sont pas champions, ils ont pas pu battre OKC, qui est la meilleure équipe depuis 20 ans. J'exagère un peu. Mais non, mais c'est une bonne équipe. Et en fait, il y a des équipes très bonnes avec des propriétaires qui veulent pas payer la taxe. Il y a des équipes avec des équipes plus moyennes, voire même mauvaises, qui ça les dérange pas de payer la taxe. Voilà, ça c'est vraiment le profil de chaque milliardaire. Hein. Chaque milliardaire ou chaque team de propriétaires a un peu ses volontés, c'est propre à eux. En tout cas, ce qu'on sait pour observer les comportements, les attitudes et le pattern, les schémas de Memphis, c'est que on a affaire à des propriétaires qui sont quand même très très réticents à payer la taxe. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, c'est pas les seuls, mais eux sont comme ça. Et le truc qu'on a déjà vu, c'est qu'on a déjà vu ceci affecter ce qu'on pourrait appeler les role players. Souvenez-vous, hein, la fameuse équipe 2022 quand ils explosent au plus haut niveau avec Ja Morant, Jaren Jackson, Desmond Bane justement aussi. Mais dans cette équipe, il y a aussi plein de vétérans. Et c'est aussi ça qui faisait la force de l'équipe, parce qu'on en parlait comme une équipe qui était jeune, et c'était vrai, les stars étaient jeunes, mais autour, il y avait quand même pas mal de bons vétérans, c'est-à-dire Kyle Anderson, DeAnthony Melton, Steven Adams, même Dylan Brooks. Ça, ce sont tous des mecs que le front office a laissé partir
parce qu'on voulait pas trop les prolonger, on voulait pas trop dépasser le cap, etc., etc. Donc Kyle Anderson a été laissé partir, Melton aussi, Adams aussi, Brooks, c'était il y a plus récemment, mais Brooks c'est pareil, Dylan Brooks était un élément assez important de leur équipe, et pourtant on l'a laissé partir à Houston alors qu'on aurait pu très bien le retenir pour le coup. Dylan Brooks c'est pareil, drafté par Memphis à l'époque, développé à Memphis, Memphis avait les droits, mais non, on le laisse partir, alors que on aurait pu le garder et s'améliorer. Mais voilà, c'est un peu le truc avec Memphis. D'ailleurs pareil pour Tyus Jones au passage, Tyus Jones qui était meneur backup d'élite de Memphis jusqu'en 23, il allait arriver en fin de contrat. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on veut pas le prolonger, on l'envoie à Washington et on s'en débarrasse avant de devoir le prolonger, parce qu'on veut pas on sait qu'on ne le prolongera pas et donc on veut pas le perdre pour rien. Donc voilà, c'est un peu le pattern de Memphis. On peut aller même encore plus récemment, même cette année. Souvenez-vous, cette année, ils ont fait pareil que Tyus Jones. Ils ont fait pareil avec Jack LaRavia. Jack LaRavia qui commençait enfin à être un très très bon joueur de rotation et qui aurait pu être un joueur de rotation pour les playoffs 2025. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il était en fin de contrat, il lui avait pas offert de prolongation l'été dernier de manière anticipée ou etc. Bon, on l'échange à Sacramento. Voilà, contre rien. Donc juste purement move financier parce qu'on sait qu'on va le perdre pour rien. Et encore pire, Marcus Smart. Marcus Smart qui aurait pu, alors c'est pas le Smart de l'époque, de 2022 ou dans son prime, etc. Il y a peut-être des questions sur son état de santé, son niveau de jeu légèrement moins bon, mais Smart, quand tu vas en playoff, c'est quand même un joueur assez extraordinaire à avoir sur la rotation. Alors pas en star, pas en titulaire, mais c'est quand même génial. Et qu'est-ce qu'on fait? On le bazarde à Washington, contre Marvin Bagley. Pourquoi? Parce que Marvin Bagley, il est en fin de contrat. Donc Bagley cette année, hop, fin de contrat à 12 millions, merci, c'est ciao. Alors que de l'autre côté, Marcus Smart, il lui restait 2 ans de contrat. Donc voilà, vous voyez un peu tous ces moves financiers. Et ce que je veux dire, c'est que on a déjà vu le comportement de Memphis et des propriétaires de pas vouloir payer de taxes. On l'a déjà vu affecter le sportif, mais plutôt côté role player. Faire des choix financiers plutôt que rester et que l'équipe soit bonne. On l'a déjà vu sur les role players. Là, je pense que là où c'est inquiétant peut-être, si on veut porter un jugement de valeur, même si ça m'intéresse pas, mais peut-être pour les fans, ça peut être inquiétant parce que c'est sans doute la première fois où ça vient toucher les stars et pas les role players. Et là, on se dit aïe, c'est quand même pas top, quoi. C'est quand même pas top du tout parce que bon, à la limite, Tyus Jones, Melton, Kyle Anderson, etc. C'est des mecs que le plan, grosso modo, le plan de jeu, c'est on les laisse partir. Ces vétérans qui veulent un peu plus d'argent, on va les remplacer par du sang frais. On va les remplacer par notre front office et la draft via en fait des joueurs sous contrat rookie. Or, le contrat rookie est un contrat qui est risible en termes de somme. C'est fait comme ça. Les contrats rookies sont très très structurés pour être très faibles, pour justement que ce soit pas un risque pour les franchises. Mais donc, c'est un peu le jackpot. Quand tu tombes sur un bon rookie, il est payé très peu cher. Par exemple, cette année, Jalen Wells. Donc voilà, c'est un peu le raisonnement qu'a eu Memphis. On avait parlé déjà avec Tom plusieurs fois depuis 2-3 ans sur le Basket Lab. Avec Tom, on disait bien que c'est aussi une partie de l'échec de Memphis depuis 3 ans. C'est que finalement, on a cette équipe en 2022 qui est quand même assez géniale, qui d'ailleurs menait contre les Warriors, qui était à 2-1 avant la blessure de Ja Morant. Donc je pense que voilà, tu mènes contre les champions en titre et il posait quand même pas mal de problèmes à ces Warriors. Bref, mais depuis, ce côté laissons partir les vétérans et on remplace par des jeunes, ça n'a pas toujours marché. Ça n'a pas marché en termes de sportif parce que tu peux pas faire un home run sur chaque choix de draft, quoi. Et même quand ça commence à marcher, tu les échanges. Par exemple, Jack LaRavia. Donc ouais, c'est un peu un problème qu'on a déjà vu, qu'on a déjà constaté. Mais là, ça affecte les stars et donc là, ça affecte encore plus, j'ai envie de dire, ce move financier affecte encore plus que d'habitude le niveau de l'équipe, à mon avis. Surtout que, d'ailleurs, je pense que je vais me tenter des petits pronostics, mais enfin non, avant de faire des pronostics, je l'ai peut-être pas assez explicité concrètement. Pourquoi est-ce que c'est un move financier? Parce que on se débarrasse du gros contrat de Desmond Bane pour faire encore plus de place, pour pouvoir ensuite prolonger Jaren Jackson, mais le prolonger sans monter très haut et donc sans avoir à payer trop de taxes. Voilà, c'est littéralement l'idée, c'est que on se dit ok, il faut prolonger Jaren Jackson, il y a pas de problème, il faut le faire, mais on est un peu, je veux pas dire radin parce qu'il y a un peu une connotation et encore une fois, moi je décris, je suis pas là pour apporter un jugement, je décris juste les faits, mais on veut pas payer trop de taxes, donc le prolonger, ça passe par quoi? Ça passe par éliminer ailleurs, quoi. Donc voilà, et j'insiste, alors que Memphis aurait pu totalement garder tout le monde sportivement et se renforcer, dépasser le cap allègrement et donc même être encore meilleur. Ils auraient pu attendre cet été, donner un gros contrat sur un free agent, par exemple un mec en plus de rotation, atteindre les 154 millions ou pas loin, avec une grosse signature à 20 millions sur un mec, et puis ensuite donner le contrat à Jaren Jackson. Et là, t'aurais eu Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson,
prolongé parce que tu as le droit de dépasser le cap n'importe le moment et qu'importe ta situation salariale. Donc ça vient à la fin, plus le mec ou les 2-3 mecs que tu aurais pu signer avec ton cap. Donc ouais, c'est un peu, là on est à l'inverse, hein. Là on est à l'inverse, on passe de 3 stars plus les joueurs que tu aurais pu signer avec le cap à juste Ja Morant et Jaren Jackson. Voilà, c'est un peu l'idée. Et bref, donc pourquoi est-ce que concrètement comment ça se passe? On échange le gros contrat de Desmond Bane qui était à quoi, 36-40 on a dit tout à l'heure, 36-40 contre KCP qui est à peine à 20 millions. Donc voilà, plus Cole Anthony qui est aussi à 10-12 je crois. Et en fait même plus que ça, KCP a une player option pour 2027. Voilà. Donc techniquement, ça dépend est-ce qu'il vouloir l'apprendre ou pas. Moi, je pense que KCP, vu son âge et vu son niveau, qui est encore pas mal, bon, on en parlera, mais voilà, il est pas du tout en fin de carrière. Donc, je pense que l'an prochain, KCP ne prendra pas son option pour justement signer un dernier gros contrat un peu plus long. Voilà, plutôt que le signer un an plus tard, non, il va pas prendre l'option. Et plus tu entres sur la free agency jeune à ce stade de sa carrière, mieux c'est pour avoir un nouveau contrat. Donc en fait, je pense que très concrètement, qu'est-ce qui va se passer, c'est que là, on va faire 1 an avec KCP à 21 millions, et puis ensuite, il prendra pas son option pour 2027 et il va partir. On va le laisser partir. Et en fait, on le remplacera par Jalen Wells. Voilà, le jeune Jalen Wells qui est déjà en plus titulaire actuellement, le 3&D, mais qui surtout sera encore en 2027 sur un contrat rookie, puisqu'elle a été draftée en 24. Donc voilà, c'est 4 années de contrat rookie. Donc voilà, je pense que c'est même ça. Moi, c'est un peu ma prédiction, c'est que c'est même ça qui va se passer, quoi. Parce que financièrement, c'est ce qui fait le plus de sens. Pas sportivement, mais financièrement. Alors après, juste pour dire aussi, mini parenthèse, c'est vrai que j'en ai déjà dit un peu 2-3 mots tout à l'heure, mais par rapport à cette histoire de petit marché, le mythe des petits marchés versus gros marchés, qui à mon avis est un des mythes les mieux alimentés de NBA d'un point de vue narratif. La vérité, c'est que ça n'existe pas vraiment, petit marché versus gros marché. Il y a juste Los Angeles et New York d'un côté, et de l'autre côté, tout le reste. Voilà, c'est un peu l'idée sur plein d'aspects, hein, sur l'attractivité, premièrement, mais aussi sur l'aspect de financier, en fait, en termes de marketing, de pub, etc. Mais en fait, il n'y a pas de gros marchés, les grosses villes en termes de population, et de l'autre côté, les petits marchés, les petites villes bien plus limitées et qui ont moins de droits que les autres, etc. Non, il y a juste 2 anomalies. Voilà, il y a l'anomalie New York et l'anomalie Los Angeles qui, même quand ils sont nuls, ils arrivent à attirer du monde. D'ailleurs, on le voit parce que au-delà de Lakers Knicks, on peut même prendre le fait que, et ça montre bien que c'est les villes et pas les franchises historiques, c'est les villes. Regardez où est-ce que veut aller Kawhi Leonard à l'époque, il veut aller aux Clippers. Mais pourquoi? Parce que c'est à Los Angeles. Et donc il dit je signe aux Clippers si vous échangez Paul George, etc. Voilà. Et le même été, qu'est-ce qui se passe? On a Durant, Kyrie qui veulent aller en free agency à New York. Bon, les Knicks, c'est la cata, donc ils y vont pas. C'est quand même pas à ce point. Hein. Ils vont quand un propriétaire est catastrophique, ils y vont pas. Mais ils y vont. Ils vont à Brooklyn, qui est une bonne équipe, hein, mais qui est pas du tout franchise historique, etc. Quoi. Donc en fait, en termes d'attractivité, c'est surtout, il y a pas gros marché versus petit marché, il y a surtout New York, Los Angeles, voilà. Et en termes de revenus supplémentaires, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que oui, en Los Angeles et New York, tu auras un peu plus de marketing, de contrats pub, de tout ce genre de revenus supplémentaires, on va dire, mais il faut quand même bien se rendre compte que c'est une partie qui est dérisoire par rapport à la fortune des milliardaires. Donc oui, il y a une différence, mais c'est pas ça qui va faire que la franchise va avoir plus d'argent ou pas, quoi, ou va être plus enclin à payer la taxe. D'ailleurs, exemple concret, et c'est là où je voulais en venir, c'est que récemment, il y a 2-3 jours, donc ça tombe bien, j'ai vu un tweet de Lev Akabas. Lev, L-E-V, Akabas, A-K-A-B-A-S. Je le dis parce que c'est un mec assez intéressant à suivre, hein, si ça vous intéresse de tout ce qui est un peu parfois financier ou surtout des stats ou des trucs comme ça. Il fait pas mal de data visualization, très donc simplifié des données. Et bref, donc il a fait un peu un tableau pour montrer la somme réelle que payaient les propriétaires. Donc somme réelle, on parle de la masse salariale, d'accord, mais les dollars réels de taxes également. Donc en fait, quand tu combines les deux, masse salariale plus les taxes que tu dois payer parce que tu as dépassé le cap en termes de salaire, donc la somme totale réelle que le propriétaire doit payer, il a fait le classement. Et donc on voit que premier, c'est Phoenix. Bon, ok, Phoenix est un gros marché en termes de... Voilà, c'est la 5e plus grosse ville des États-Unis. Bon, c'est pas non plus un gros marché très sexy, mais ok, admettons, gros marché. Deuxième, ce sont les Minnesota Timberwolves. Voilà, Minnesota, je pense que si on fait un sondage, très peu de monde va les voir comme un gros marché. Voilà, donc les Wolves deuxième, Boston troisième. C'est vrai que Boston, il y a un peu cet aspect très sexy de franchise historique, etc. Bon, c'est pas non plus un marché énorme hein, en termes de population, de marketing, mais
ok à la limite si vous voulez. Donc Minnesota deuxième surtout, quatrième, cinquième, New York et Knicks et Lakers. Ok. Mais sixième et septième équipe et septième équipe qui paye le plus de taxes, enfin le plus d'argent réel, salaire plus taxes, ce sont Denver et Milwaukee. Donc vous voyez quand même qu'il n'y a pas du tout cette simplification que certains veulent faire parfois de non mais les petits marchés ils peuvent pas et il y a que les gros parce qu'ils payent la taxe et tout. Non, concrètement, on a vraiment cet aspect de en fait ça dépend des propriétaires. Or là, avec les propriétaires de Memphis, c'est un peu dommage parce qu'il y a une bonne équipe compétitive jeune qui aurait pu faire bien mieux, mais on a affaire à des propriétaires qui en fait ne veulent pas trop sortir d'argent. Et c'est vrai que là où c'est regrettable, c'est que ça continue petit à petit à affaiblir l'équipe et que ça l'affaiblit de plus en plus en un sens. Là encore, revenons en arrière, 2022, si on prend de 2022 à 2025, le scénario réel qu'on a eu versus le potentiel maximum qu'on aurait pu avoir avec des propriétaires enclins à dépenser, non pas outrageusement, mais correctement, payer de la taxe, payer des vétérans, etc., etc. Je pense que le scénario fictif de ce qui aurait pu être est largement supérieur à ce qu'on a eu réellement. C'est quand même un peu dommage, mais bon, bref, fermons cette parenthèse sur les propriétaires de Memphis. Mais on voit bien que quand on recoupe toutes leurs décisions financières ou sportives depuis 3-4 ans, même plus, on constate quand même ça. Donc voilà, ça c'est quand même assez indéniable pour le coup. Et comme dit, résumons, on dégage Bane parce qu'il faut bien donner une prolongation à Jaren Jackson qui était à 20 millions et qui va passer à beaucoup plus que ça. Et on veut pas payer trop de taxes, donc il faut qu'on dégraisse ailleurs. Et donc le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, c'est d'échanger Desmond Bane contre KCP qui va peut-être même pas rester à long terme parce que on a Jalen Wells qui est derrière. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce trade. Ensuite, c'est vrai que néanmoins, moi j'argumente que c'est financier. J'entends qu'il peut y avoir des contre-arguments à ceci, et notamment le premier qui pourrait exister, ce serait de dire oui, mais au final, le trio n'est pas assez fort sportivement. Bon, et notamment, c'est vrai qu'au niveau création offensive, c'était pas la folie non plus. Donc pourquoi insister avec ce groupe de 3 qui est bon créateur, mais peut-être pas assez pour aller au titre, etc., etc. Personnellement, je pense que c'est un reproche qui est un tout petit peu exagéré à mon sens, ou alors qui, dans la partie où ça peut être réel, finalement, c'est pas forcément de la faute de ce trio. C'est-à-dire que, oui, l'équipe techniquement n'est pas aussi forte que des chapeaux 1 qui peuvent aller au bout, en finale le conf régulièrement, etc. Mais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment la faute de ce trio ou est-ce que c'est aussi le fait que, on l'a bien dit, autour, année après année, on a un changement de supporting cast et des role players qui sont toujours plus jeunes et toujours moins forts, en tout cas quand ils débarquent. Quand ils débarquent, ils sont moins forts que les vétérans qu'on avait pu avoir, qu'on aurait pu avoir aussi, si on avait voulu signer des free agents de plus grand renom, etc., etc., quoi. Donc, ça me paraît un peu injuste de dire, ouais, mais vous voyez bien que Memphis est limité, alors que, on le sait, en NBA et en playoff, la qualité de ton supporting cast est quand même un truc assez primordial. On le voit bien d'ailleurs avec les Pacers, il n'y a pas plus bel exemple que les Pacers et la qualité de la profondeur d'effectif. Pareil pour OKC, qui a une star, une méga star qui est SGA plus Williams. Vous savez que moi je suis chaud sur lui, mais non, mais en dehors de ça, la force de OKC c'est la profondeur d'effectif. Le coaching aussi, mais la profondeur d'effectif. Bref, et en fait chaque année on remarque que les équipes qui vont très loin, c'est aussi parce que supporting cast. Donc ça peut être vrai. Je peux entendre l'argument de oui, mais finalement après la blessure de Ja Morant en 2022, ça a été que déception sur déception. 2023 ils sont éliminés par les Lakers. Bon. Lakers 2023, au passage, après la trade deadline, c'était une équipe qui était totalement différente. En vrai, l'équipe post-trade deadline des Lakers 2023, vous savez, après l'échange de Westbrook, en fait, c'est une équipe qui, en soi, est meilleure que les Grizzlies, mais voilà, élimination premier tour 2023, 24, on a Ja Morant qui est blessé et qui est suspendu aussi, donc déception évidemment. Et là, 2024, ils sont éliminés par OKC. Il y a quand même plus honteux que de se faire éliminer par des Lakers qui étaient de nouveau géniaux post-deadline et par OKC à 68 victoires, quoi. Alors peut-être que c'est ça le regret, de dire oui, mais on a envie de faire partie de ce chapeau 1. Non, c'est pas honteux de perdre contre un chapeau 1, mais on a envie d'être un chapeau 1. Oui, mais tu ne peux pas être un chapeau 1 que par tes 3 stars. C'est aussi ça que moi, j'essaie de dire. Et puis même, au-delà de ça, regardons un peu les stats, c'est vrai que Memphis, par exemple, était le 7e meilleur net rating de NBA. Donc le 7e meilleur différentiel attaque-défense avec un score, non pas de classement, mais le score brut, qui était autour des 5 points de différentiel, donc plus 5 par 100 possessions. Il marquait par 100 possessions 5 points de plus que l'adversaire, qui est un peu le but du basket, le différentiel attaque-défense évidemment. Et même, 7e, ça vous paraît pas impressionnant, ils sont à 1 dixième ou 2 de Houston qui était 4e. Voilà. Et on connaît aussi la fin de saison qui a été un peu plus chaotique, changement de coach, etc. Voilà, on peut très bien argumenter que en vérité Memphis était pas loin du top 3 peut-être pas dans le top 3 en dehors de OKC, Cleveland et Boston évidemment, mais
on peut dire qu'ils étaient quand même dans la course, hein, dans le chapeau 2 avec tout ce qui était Houston, Minnesota, ce genre d'équipe, quoi, pour le coup. Donc c'était pas si catastrophique que ça, je trouve, et surtout même en attaque. Hein. Attaque, ils sont 6e de NBA, 6e meilleure attaque de NBA. Donc le côté, oui, mais ça crée pas assez de création offensive, le trio est limité, etc. D'accord, enfin, c'était quand même la 6e attaque de NBA, alors que il y a 3 stars et pas de role-player géniaux en attaque, quoi. Donc bref, sur le premier contre-argument de oui, mais finalement le trio n'était pas assez fort. Bon, je suis quand même pas trop d'accord. Surtout que peut-être que s'il y en avait un qui était irréprochable, c'était un peu lui, pour le coup. Qu'on se sépare de Ja Morant parce que pour des trucs un peu extra sportifs ou autres, à la limite d'accord. Mais Desmond Bane, bon, je suis un peu sur l'argument sportif, je suis pas d'accord. Deuxième contre-argument, peut-être fallait-il plutôt se séparer de Jaren Jackson plutôt que Desmond Bane. Là, j'avoue que non. Alors, reprenons. Moi, j'aurais gardé tout le monde. Moi, bon, c'est facile à dire, hein, c'est pas mon argent non plus, hein. Mais moi, j'aurais gardé tout le monde, hein, quitte à essayer de construire la meilleure équipe possible, vu que ça peut être a priori ça l'objectif. Moi, j'aurais gardé tout le monde, j'aurais prolongé tout le monde. Après, c'est vrai que oui, mais il aurait peut-être fallu plutôt se séparer de Jaren Jackson plutôt que de Desmond Bane. Je suis pas trop d'accord. Ça, on en parle assez régulièrement tout le temps, mais il y a la valeur de la défense. C'est quand même la 10e meilleure défense de NBA. Je pense que si on enlève Jaren Jackson, je suis pas sûr qu'ils soient encore dans la moyenne NBA, quoi. Donc on a un peu cet aspect où pour moi Jaren Jackson est à ce point valuable en défense parce que c'est un défenseur d'élite sur le poste le plus important, le poste de pivot qui est celui qui bon pivot poste 4, hein, on s'en fiche, mais grosso modo le protecteur de panier, si vous voulez on peut le formuler comme ça. À côté de lui, ok, il y a un Zakidi, mais Zakidi c'est 20 minutes par match, quoi. Donc c'est quand même plutôt, j'adore, hein. Mais on va pas dire que Zakidi c'est comme voilà, on va pas me faire croire que non, mais en fait la responsabilité et le crédit est à distribuer aussi équitablement entre Jaren Jackson et Zakidi que entre Evan Mobley et Jarrett Allen. Non, je ne pense pas. Donc non, voilà, moi je suis très très fan des défenseurs, vous le savez, vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas, on fait des top 100 chaque année, branchez-vous cet été pour le nouveau top 100. Mais clairement pour moi l'aspect offensif en plus de un pivot qui est parmi les 2-3 meilleurs protecteurs de panier de NBA, qui peut un peu switcher, qui a cette mobilité, qui a des mains défensives assez incroyables. Enfin bref, un pivot défensif de ce niveau, déjà, beaucoup de valeur. Plus, on rajoute le spacing. Donc un pivot défensif qui shoot, c'est un peu le jackpot ultime, pour le coup. Plus, d'ailleurs, les progrès qu'il a fait cette année en termes de création. Et on a vu une saison absolument incroyable sur le drive, le développement du drive, etc., etc. Donc ouais, non, moi j'avoue que si vraiment il faut trancher, moi j'aurais gardé les deux, mais si vraiment il faut trancher, j'aurais quand même préféré garder Jaren Jackson largement plutôt que Desmond Bane. Et pourtant, je pense que je suis aussi un peu plus haut que la moyenne sur Desmond Bane, on va en parler. Mais non, pour moi, il y a pas trop photo, même si je peux comprendre les craintes de certains. Oui, mais non, il faut pas lui filer un max et tout. Mais bon, agree to disagree, on va dire. Troisième contre-argument qu'on pourrait m'opposer, bon, bah finalement, Desmond Bane, il est pas si fort que ça. Et KCP a fait une mauvaise saison, mais au final, c'est quand même un bon 3&D et tout. Et bon, finalement, si on compare la version de KCP à Denver, qui était le role-player parfait, bah oui, parce qu'ils ont gagné un titre, donc il était parfait. Si on compare la version de KCP de Denver, elle est pas si loin que ça de Desmond Bane, qui a un peu plus de création, mais voilà, il apporte point de victoire, et il connaît pas le chemin du titre aussi non plus. Ça, c'est important. Bon, là-dessus, non, évidemment, je suis pas d'accord. D'ailleurs, il y a un peu un argument, oui, mais il est pas All-Star, Desmond Bane. Enfin, ouais, mais il est pas All-Star parce qu'il est à l'Ouest, hein. Je veux dire, Desmond Bane aurait été à l'Est, il aurait été assez facilement All-Star cette année. Il fait une saison qui est quand même assez incroyable, je trouve. D'ailleurs, ça fait que 2-3 ans qu'il progresse chaque année. On avait déjà eu l'an passé le développement du passing dans cette saison un peu de tanking pour Memphis. On l'avait vu beaucoup plus à la baguette avec des passes que d'habitude lui ne faisait pas, même jamais. C'est plutôt un non-passeur à la base. Et c'est un mec qui a développé beaucoup le passing l'an dernier. Et cette année, il a développé le drive. Le drive et la création pure, les séquences d'isolation où il est capable maintenant de placer un premier pas, d'attaquer un contre un, d'aller au panier, finir. Ça, c'est un truc que vraiment, à la base, hein, quand il se fait drafter 30e. Pourquoi? Parce que shooter d'élite, d'accord, mais c'est un peu que ça. C'est shoot en sortie d'écran, mais il y a ni le passing, ni le drive, ni le dribble, etc. Là, je trouve qu'on a vraiment une version de Bane qui, ouais, pour moi, clairement, aurait pu être All-Star à l'Est, hein. Enfin, je sais pas vérifier, mais si vous voulez, il y a un peu ce côté où le label, oui, mais il est pas All-Star. J'avoue que j'y mets quand même beaucoup moins d'importance parce que il faut prendre aussi le contexte. Et puis, c'est un peu marrant, ça me rappelle le cas d'un autre joueur qui, paradoxalement ou ironiquement, était aussi à Memphis, c'est Mike Conley. Mike Conley, à qui on a dit toujours, ouais, il n'a jamais été All-Star, jusqu'à, je sais plus quand, là, 2021, 2022, un truc comme ça. Mais bon, Mike Conley en 2017, 2016, 2017, c'est un mec qui est largement top 25, top 30 NBA, quoi. Et
Voilà, il a pas été All-Star, d'accord. Mais non, mais c'était très cool aussi, quoi. Donc, faut se souvenir qu'en plus, Mike Conley, il a ses meilleures années dans l'âge d'or des meneurs NBA, donc c'est aussi pour ça qu'il a pas pu être All-Star. Mais bref, on s'en fiche. Pour moi, ce label, on s'en fiche un peu. Donc bref, sur Desmond Bane, voilà. Moi, je suis pas trop de cet avis, pour le coup. Je pense que je me positionne quand même un peu plus au-dessus que de la moyenne et du consensus collectif, sur lui. Rendez-vous cet été sur le top 100 pour le classer, mais il sera, je pense, bien plus haut que l'an passé, parce que il y a pas ce côté isolation et drive. Mais au-delà de ça, même au-delà de son niveau intrinsèque, relativement au contexte aussi de Memphis, Desmond Bane, c'était le spacing de Memphis. J'exagère un tout petit peu, mais franchement, pas des tonnes. En fait, il y a deux joueurs qui constituent le spacing dans cette équipe. Il y a Desmond Bane, et en sortie de banc, il y avait la version 2.0, c'est Luke Kennard. Donc, en un sens, Memphis, c'est un peu le problème. Là encore, on a parlé beaucoup avec Tom depuis 2-3 ans, mais le problème de Memphis pour l'instant, c'est qu'en fait, le spacing, pour eux, le spacing, c'est un shooter. Et c'est un peu dommage. À côté, il y a des mecs qui savent pas bien shooter ou pas très bien. Et est-ce que un joueur peut faire ton spacing? À mon avis, je ne pense pas. Alors, ça a pu être un peu contourné cette année avec la fameuse la circle offense, l'attaque en cercle, avec les cuts de partout, les mouvements. Ça a un peu compensé le manque de shoot en soi avec de l'animation. Mais bon, déjà, le coach est parti, hein. Donc ce sera plus la même attaque. Mais non, Jaren Jackson est là pour le pick and pop et pour un peu le poste 5 qui shoot. Donc ça, c'est bien, d'accord. Mais franchement, la perte de Bane, ça veut dire la perte d'un shooter d'élite et en fait, la perte quasiment elle est peut-être pas 100%, mais quoi, 50% de ton spacing à lui seul, au moins, je pense. Donc là encore, comment est-ce que tu vas faire pour le récupérer, ça? Cole Anthony, je m'en fiche un peu. KCP, c'est un 3&D. C'était un 3&D. Ça peut être un peu à haut volume pour un 3&D, quoi. Je pense pas que il puisse remplacer un peu la création de spacing que pouvait faire Desmond Bane. Donc ça, c'est quand même une énorme perte. Mais comme en plus il y aura pas d'espace dans le cap, puisque l'espace ils vont l'utiliser pour prolonger Jaren Jackson, je pense qu'il y aura personne d'autre qui va arriver. Mais enfin, j'espère pas, hein, mais je pense que personne d'autre de bon calibre ne va arriver pour remplacer Desmond Bane. Donc bref, on verra ça. Après, c'est vrai que bon, pour Memphis, si je dois un peu me faire, non pas l'avocat du diable, on va quand même pas aller jusqu'à là, mais un peu raisonner et argumenter en leur faveur, c'est vrai qu'on a eu une année assez rocambolesque entre la nouvelle attaque qui a été mise en place, donc la circle offense qui a pas d'écran ou très très peu justement pour les standards de NBA 2025, il y a quasiment pas d'écran. C'est tout le monde qui bouge en même temps, c'est des mouvements coordonnés. C'est quand un mec attaque par exemple main droite, le ballon va à droite, tout le monde est obligé de partir vers la droite. Donc le mec était dans le corner, hop, je vais sous le panier. Le mec était sous le panier, hop, je vais dans l'autre corner. Le mec était dans le corner de l'autre côté, je remonte sur l'aile, etc. Donc il y a un peu ce genre de mouvement coordonné avec des grands principes. Tout ça a été mis à la poubelle un peu en partie parce que Taylor Jenkins a été viré et même son assistant Noah Laroche, qui était celui qui avait mis ça en place côté Memphis, finalement il a été viré en même temps. Donc on avait parlé quand il avait été viré Jenkins, mais ce que ça dit pour la suite de l'aventure, c'est que on a filé les clés du camion désormais à Tuomas Isao, le nouveau coach qui a été intérim, qui était l'ancien coach de Paris, je crois, qui était loué pour son attaque, là encore, je veux pas dire révolutionnaire, mais une très bonne attaque côté Paris, qui avait été l'assistant donc cette année et à qui on a filé les rênes. Et lui, on sait qu'il a été recruté pour autre chose. C'est aussi pour ça qu'on a viré Noah Laroche de la Circle Offense. Lui, Isao, c'est plutôt l'attaque de pick and roll. Donc, je me dis, essayons un peu de raisonner, de raisonner à la place de Memphis et de nous faire un peu l'avocat du diable. Memphis, désormais, ce n'est plus la circle offense, c'est la Ja Morant offense, et donc on retombe, à mon avis, on va retomber beaucoup, et c'est ce qu'on a vu un peu sur la fin de saison avec le nouveau coach. On va retomber sur de l'attaque de pick and roll à foison autour de Ja Morant. Voilà, c'est un peu l'idée, je pense. Plus Jaren Jackson, un peu en deuxième option de création, on va dire, parce qu'on a vu que la création était pas mal cette année. Donc, Ja Morant, un peu en mode héliocentrique pick and roll, donc tout tourne autour de lui, et beaucoup de pick and roll, contrairement à l'an passé, ce qui l'avait un peu gêné. Plus, deuxième option, Jaren Jackson. Voilà, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu l'idée. Ça peut être un peu ça le raisonnement de modèle d'équipe désormais, avec un coach qui, plutôt que de faire des cuts et des mouvements, il aime bien les pick and roll, les écrans, etc. Donc c'est un peu ça le modèle. Et à la limite, je vais vous dire, si dans ce modèle-là, dans cette réflexion-là, on va dire, réflexion tactique de construction d'équipe, à la limite, dans ce modèle-là et dans cette vision de construction d'équipe de pick and roll, si tu avais échangé Desmond Bane contre deux KCP, donc deux 3&D de très bon niveau, à la limite, bon, j'aurais pu un peu plus comprendre. Bon, c'est pas parfait, moi j'aurais quand même préféré Desmond Bane, mais il y a un peu cette idée de dire que, bon, si on repasse totalement en mode pick and roll et attaque de pick and roll pour Ja Morant, il faut quand même qu'il soit optimisé.
Or, on a dit des problèmes de spacing. Donc, l'idée, ça aurait pu être de fendre en deux un Desmond Bane et de dire, plutôt que d'avoir un joueur qui sait très bien shooter, on va le casser en deux avec deux mecs, non pas un à 40 millions et qui fait de la création, deux mecs, deux top 3&D à 20 millions chacun, qui va être un top 3&D, un top spacing qui va optimiser l'attaque de Ja Morant sur pick and roll. À la limite, je suis pas trop d'accord, mais je peux entendre ce raisonnement. Sauf que là, c'est pas du tout ce qui a été fait. Là, c'est pas du tout, on va fendre le pick and roll. On va fendre le contrat et Desmond Bane en plusieurs très bons atouts. Donc, plutôt que d'en avoir un génial, t'en as deux ou trois très bons. Ok? Mais là, non. Là, c'est pas ce qui a été fait. Bane a été échangé non pas contre deux KCP, mais contre un KCP plus de l'espace pour Jaren Jackson. C'est en ça où c'est une vraie perte pour moi. C'est pas tu remplaces l'argent que t'avais et la qualité d'asset que tu avais, tu la transformes en autre chose, mais t'as la même qualité. Donc, plutôt que un shooter, t'en as deux. À la place, tu as un shooter et de l'espace. Mais l'espace, ça joue pas. L'espace, ça a pas de valeur. Ça a pas de valeur sportive. Ça n'a pas d'apport. C'est en ça que, pour moi, c'est une vraie perte sèche pour le coup. Et c'est un peu comme si, par exemple, analogie un peu débile, imaginez que vous me prêtez 20 euros et que, bon, si je vous rends 2 billets de 10, à la limite, ça va. Bon, c'est la même valeur. Mais si de l'autre côté, par exemple, je vous rends un billet de 10 seulement, et je vous dis, non, mais comme ça, il y aura de la place dans ton portefeuille au cas où t'aies besoin de mettre un autre billet d'ailleurs. Vous allez pas être content. Voilà. Analogie très bête, mais pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée que Memphis a donné 40 balles pour en retour en avoir 20 seulement, et parce que, en plus des 20, il y a aussi de la place. Et oui, il y a la place pour autre chose. Bref. Dernier contre-argument qu'on pourrait avancer, c'est oui, mais en même temps, on peut aussi très bien gagner le titre sans forcément dépasser le cap. Donc t'es pas obligé de t'endetter, te surendetter. Même certains parlent de manière éthique de gagner. Là encore, avec toujours cette légende des petits et des gros marchés. De oui, non, mais en fait, on peut très bien gagner. D'ailleurs, on le voit cette année, OKC et Indiana, c'est deux équipes en finale qui ne payent pas la taxe, je crois, qui ne payent pas la luxury tax. Donc c'est possible. Alors oui. Tout est toujours possible. La question, c'est est-ce que c'est probable et en vérité, non. Et en plus, sur OKC Indiana, on est sur des équipes qui, c'est possible, mais c'est une anomalie. On est sur des équipes qui sont en début de cycle vis-à-vis de leurs joueurs, donc ils ont encore pas mal de joueurs sous contrat rookie, qui donc ont une valeur financière qui est totalement disproportionnelle par rapport à la valeur sportive. Tout ce qui est Chet Holmgren, il est payé comme un rookie. Williams, il est payé comme un rookie. Bon là, ça c'est deux joueurs du top 30 NBA qui sont pas du tout payés sur un max, par exemple. Pareil pour Casey Nolas, pour des mecs comme ça. Voilà, Casey Nolas, s'il a pas 21 ans, qu'il en a 27, bah il coûte 20 millions quoi, 20 millions l'année. Mais comme il est rookie, bah il coûte 2 millions ou je sais pas combien, mais voilà, c'est un peu l'idée. Pareil de l'autre côté, du côté des Pacers, on a notamment Nembhard qui est payé comme un rookie encore pour l'instant, puisque draft 2022, donc on est encore dans les 4 ans du contrat rookie. Pareil pour Nesmith qui avait été récupéré en tant que très jeune, qui a été prolongé mais avant son explosion. Donc Aaron Nesmith, on est sur un contrat qui est totalement en dessous de la cote à l'Argus, on peut dire. Bref, c'est un peu des anomalies, mais aussi anomalies parce que jeune. Or là, Memphis, on n'est pas totalement dans ce cas-là. Memphis, on a dépassé le cap de, par exemple, d'OKC, où t'as deux de tes 3 meilleurs joueurs qui sont en contrat rookie. Non, ça y est, c'est fini, ça, Memphis. Donc la comparaison n'est pas bonne, en tout cas, n'est pas idéale. Et en fait, la vérité, c'est qu'on remarque aussi en NBA que s'il y a autant d'équipes qui se mettent en dehors du salary cap, c'est parce que tu as un avantage compétitif sur les autres. Si la limite elle est à 154 et que toi t'arrives à faire monter ta masse salariale à 190, ça veut littéralement dire que tu as plus d'argent pour avoir une équipe, pour construire une équipe, que les mecs qui sont à 150. Donc ouais, non, là-dessus je suis pas trop d'accord avec ce truc-là. Il faut pas trop prendre en compte. On aime bien parfois prendre la vertu de certaines anomalies. Oui, mais regardez, Indiana c'est un collectif. Regardez, Indiana c'est pas des stars, etc. Bon, ne pas construire de raisonnement, de ne pas théoriser sur des exceptions pour le coup, c'est quand même un peu mieux, je trouve, et surtout que bon, en plus, ne pas croire sportivement à cette équipe, à la limite, je veux bien y croire. Je veux bien accepter que quelqu'un ne croit pas du tout à cette itération de Memphis construite de telle manière. Donc ça, à la limite, je l'entends largement. Mais il y a un mais, il y a toujours un mais avec moi évidemment, mais c'est que non, mais Bane, c'est vraiment le mec parmi les trois qui est le plus qui peut fitter partout. Je veux dire, dans n'importe quel contexte, un mec comme Desmond Bane peut être utile, on-ball, off-ball, un rôle plutôt mineur, un rôle plutôt majeur. Enfin, vraiment, Bane, c'est vraiment le mec qui peut fitter partout, contrairement à un Ja Morant, par exemple, qui est une plus grosse star, mais qui a aussi des compromis, qui peut pas être utilisé de telle ou telle manière, etc., etc. Et puis surtout, si ce front office ne croit pas en son équipe, donc cette version de Memphis,
Bon, bah c'est aussi un peu de leur faute, hein, comme on a dit, hein, avec le fait que les role-players autour et le supporting cast, c'est quand même pas top, et ça, c'est un peu de leur faute. Donc voilà un peu pour les contre-arguments. Est-ce que j'aurais un peu à y répondre, en partie en tout cas. Bon, rapidement, on peut le faire quand même, parce que moi, je suis persuadé que c'est un move financier, et c'est un peu les retours qu'on a eu de la part d'Insider. Au passage, alors surtout Shams, Shams Charania, et je pense que c'est plutôt lui qu'il faut écouter. Hein, pour le coup, c'est quand même l'insider le plus puissant, et quand on dit puissant, c'est que non seulement il donne des infos, mais il en reçoit aussi. Donc je préfère quand même me fier à des mecs comme ça plutôt que à des mecs un peu qui pop sur Twitter, qui n'ont pas trop de légitimité, pas trop d'historique, pas trop de crédibilité à long terme, etc., et qui disent non mais en fait ils vont être échangés, etc. Bon, je préfère quand même me fier à Shams, qui est là où il est pour une raison aussi, hein, pour le coup, en termes de partage d'infos. Donc ouais, je pense pas que ce soit un scénario de tanking, je pense que c'est financier, mais bon, rapidement, si en effet on est sur un Memphis qui va exploser, ça peut être quand même très cool de se partager les morceaux, hein, parce que Ja Morant a des soucis extrasportifs récurrents, on va dire, même si là ils ont fini, je crois que ses procès ont été finis et je crois gagnés, enfin je sais plus, mais bref, il y a quand même du remue-ménage, en tout cas d'un point de vue image publique, qu'importe le fond, mais ça reste un joueur qui, je pense, peut être extraordinaire, et qui, rappelons-le, n'a pas, je trouve, été encore totalement optimisé dans sa carrière, de par le spacing. Si on met Ja Morant dans le spacing de Boston, je pense pas qu'on le voit de la même manière. Je pense pas qu'on pense à son manque de pull-up aussi souvent. Je pense pas ce genre de choses, quoi. Ja Morant, bon, d'accord, c'est pas parfait comme profil, mais ça peut être largement à l'NBA, et largement le meilleur joueur d'une équipe de playoff qui va très très loin en playoff, à mon avis. Donc voilà, et puis surtout, Jaren Jackson. Je pense pas, mais si en effet Jaren Jackson est sur le marché parce que Memphis va tout faire péter, alors là, Jaren Jackson, c'est le jackpot total. C'est la licorne à aller chercher. Pourquoi je parle de licorne? C'est la défense et en même temps, c'est ça le bonus, c'est que c'est dans le même joueur, défense et spacing. Et ça, c'est littéralement ce que absolument tout le monde en NBA veut. On parle de profils comme Zion, par exemple. Zion ne peut pas assurer la défense intérieure de son équipe. C'est pas du tout un intérieur défensif. Défensivement, c'est plutôt un extérieur. Mais voilà, Zion, il a besoin de quoi? Il a besoin que quelqu'un défende pour lui. Et il a besoin qu'en attaque, de l'autre côté, ce même quelqu'un qui va assurer la défense ne soit pas dans ses pattes et ne soit pas sous le panier. Donc, profil, Jaren Jackson. Pareil, pourquoi est-ce que Giannis brille autant depuis l'arrivée de Mike Budenholzer à l'époque, en été 2018, donc pour saison 2019? Parce qu'en même temps, il y a eu aussi Brook Lopez qui est arrivé. Or, je pense qu'on s'en rend pas compte, ou parfois on oublie, à quel point Brook Lopez ou Jaren Jackson sont un peu des anomalies. Il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Des mecs capables d'assurer la défense et des pivots qui savent shooter aussi, en fait, surtout. C'est ça le truc. Et voilà, Giannis, si Giannis veut rester à Milwaukee ou si Milwaukee veut faire un coup, si Jaren Jackson est sur le marché, tu te le jettes dessus parce que c'est littéralement la paire parfaite. Pareil en fait, on peut le dire pour tout le monde, hein. Je sais pas si on prend Denver. Denver, qu'est-ce qu'il faut à côté de Jokic? Il faut un mec qui défend et qui, si possible, apporte un peu de spacing autour de Jokic. Jaren Jackson. Donc vous voyez que en fait, ça marche avec tout le monde. Sauf avec Luka Doncic. Doncic, il lui faut quand même plutôt qu'un pick and pop ou du spacing, il aime bien plutôt avoir un mec qui roule au panier. Mais grosso modo, il n'y a pas une équipe NBA qui n'apprécierait pas une défense de type Deepoy, parce que je pense que, bref, c'est pas l'heure du débat, on va pas le faire aujourd'hui, mais ça plus le spacing, donc voilà. Effectivement, si en effet on se partage les morceaux à Memphis, il y a quand même de sacrés morceaux à aller chercher, je pense, mais je pense pas qu'on soit là-dedans, et je ne pense pas qu'on soit non plus à l'inverse dans le scénario opposé, c'est-à-dire en fait, tous les pics qu'on a obtenus de la part d'Orlando, on va mettre ça sur une star. Voilà. Ça m'étonnerait parce que c'est pas du tout le comportement habituel de Memphis. Memphis, les Grizzlies, qu'est-ce qu'ils font depuis des années? On l'a déjà dit. Ils virent les vétérans, ils remplacent par des jeunes. C'est un peu l'idée, les jeunes, c'est pas cher. Et je pense que si tu en es à échanger un mec comme Desmond Bane, je vois pas pourquoi est-ce que tu ferais d'un coup, grosso modo, le package que t'as reçu pour Desmond Bane, pourquoi est-ce que ça, tu le rééchangerais? Genre pour avoir un Giannis, pour avoir un mec comme ça? Ça me paraît extrêmement peu probable. Non, je pense que vraiment, on est sur une franchise qui est gérée calmement, on va dire, où là, il y avait besoin de prolonger un mec, on fait de la place, on le prolonge, et c'est fini, quoi. Et alors, les pics peuvent être de bons atouts, futurs, mais je pense pas qu'on va être sur un mode all-in. Allez, on transforme Bane contre 5 pics, parce qu'on sait que Durant ou que Giannis va être sur le marché, et qu'il faut beaucoup de pics pour les avoir, hop, on balance cette plein de pics, et on fait un coup, une méga star. Non, c'est un peu... je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, au passage, Dieu merci pour leur département de scouting et de draft, qui est un des, si ce n'est le meilleur de NBA.
Dieu merci pour ces gens-là, puisque ce sont eux qui permettent à Memphis et aux propriétaires de leur style de vie, en un sens. Parce que tu peux pas survivre, tu peux pas faire cette stratégie de renouvellement constant de l'effectif si tu n'avais pas cette qualité de draft. Et on est d'accord, il n'y a pas que des réussites, il y a aussi des paris qui sont tentés, ou des moins paris qui ne sont pas réussis, mais il y a quand même de sacrés bons coups à chaque fois, et y compris sur des pics un peu plus tard. Donc ouais, faut quand même ça aussi le souligner, mais voilà. Passons donc à Orlando, le prisme cette fois-ci du Orlando Magic, Desmond Bane au Magic. Bon, ben là c'est quand même un peu plus trivial. Alors, quoique, pas totalement, parce qu'il y a la question du prix aussi qu'on va aborder. Mais bon, sportivement c'est trivial. Hein. En fait, tout ce qu'on a dit de mauvais sur tout ce que perdait un peu Memphis, qu'on a déjà un peu commencé à développer. Bon, bah là c'est du gain mécaniquement hein, pour Orlando. C'est comme ça que ça marche un échange. Merci Guillaume. Non, mais l'aspect de spacing évidemment, le spacing qui est premièrement l'aspect le plus important pour moi, mais aussi la création offensive. Et là encore, c'est vrai que j'ai déjà un peu commencé à discuter, mais son passing, son drive, on a affaire à quelqu'un qui est de plus en plus un créateur. Or, toute création offensive et tout spacing, ces deux éléments sont largement les bienvenus chez nos amis d'Orlando, bien entendu. Et bon, je pense qu'on peut le rappeler aussi, un des meilleurs shooters de NBA en fait. Hein. C'est littéralement, depuis qu'il est arrivé en NBA, un des meilleurs shooters de NBA. On est en carrière, je dis bien en carrière, à 41% à 3 points. C'est voilà, on est dans la zone Redick, Korver, Klay Thompson, on est dans cette zone là en fait hein, pour un score en carrière à ce point élevé, avec des saisons à chaque fois au niveau des 40%, voire un peu plus. Donc ouais, c'est vraiment un des meilleurs shooters de NBA, qui est en plus sur un bon volume. Bon, ça a un peu baissé cette année parce que justement il avait plus de responsabilités balle en main, donc plus de drive, plus d'isolation, il va au panier, mais donc on est passé de 8 l'an passé à 6 cette année, mais bref, sur quand même un gros volume, et il peut avoir un gros volume, voilà, s'il y a bien un mec en NBA qui peut faire volume et efficacité, c'est lui. Donc ça c'est l'aspect spacing. L'aspect d'ailleurs, au-delà du spacing, de juste je reste dans le corner et j'attire les défenseurs ou je les empêche d'aider, il y a aussi le fait que c'est un shooter en mouvement, et ça c'est aussi hyper important, c'est-à-dire en sortie d'écran, mais aussi sur des pick and pop. Donc c'est une donnée qui se rajoute en plus, quoi. C'est un bonus, c'est pas juste comme à l'époque hein, le Steve Novak il y a 15 ans, ou alors plus proche, hein. C'est pas PJ Tucker, c'est pas Tucker, c'est pas des mecs comme ça. Non, dans le spacing, il y a aussi une donnée de mouvement qui crée encore plus d'animation. Donc ça c'est évidemment top. Et vu qu'on parlait un peu de pick and pop, je pense que c'est aussi parfait pour ce qu'on peut appeler les pick and roll inversés à Orlando, qu'on n'a pas vu encore, pas tant que ça, ou en tout cas on l'a pas vu avec de telles menaces. Voilà. Les pick and roll inversés, qu'est-ce que c'est? C'est le grand qui a la balle et le petit qui pose l'écran. Donc l'inverse de d'habitude. Or, c'est bien parce que à Orlando, on a des grands qui sont très bons, Paolo Banchero et Franz Wagner, et surtout de bons passeurs. Donc ils ont un peu le package complet en tant que porteur de balle, il n'y a pas de problème. Mais il manquait un peu ce côté un poseur d'écran absolument fantastique et dangereux, pour leur permettre de soit le poseur d'écran en tant que shooter attirer les prises à deux, soit au contraire punir si c'est le porteur de balle qui prend toute la pression. Voilà. Et c'est un peu l'idée, voilà, piqué dans l'inversé qu'on voit depuis des années. Giannis, il se faisait un plaisir à chaque fois avec les George Hill, avec les Pat Connaughton, des mecs comme ça à Milwaukee, dont j'en oublie d'autres évidemment. Pareil pour à l'époque, alors c'était pas piqué dans l'inversé, mais le jeu à deux un peu inversé parfois aussi, avec Embiid et Redick à l'époque, des Sixers de Brett Brown qui faisaient de très belles choses avec ça. Enfin bref, piqué dans l'inversé, il y en a plein. Le Curry Durant pour citer celui-ci, ou alors Curry Draymond également. Enfin, il y a vraiment l'aspect où le poseur d'écran, quand le poseur d'écran est un excellentissime shooter NBA, il peut poser l'écran et ensuite hop, pick and pop à 3 points, et ça perturbe forcément un peu les défenses, parce que le défenseur du poseur d'écran, bah mécaniquement c'est un petit, puisqu'il défend Bane, donc c'est un petit. Or le petit ne sait pas forcément faire un drop, faire un edge, faire ce genre de choses. Plus il y a aussi le côté mince, Desmond Bane, en fait il pose pas l'écran, il fait une course croisée, ce qu'on appelle un ghost screen. Donc en fait il s'arrête pas, il va directement au pick and pop. Donc là bah finalement tu peux pas freiner Paolo Banchero qui a la balle, tu peux pas rester devant lui un peu parce que tu dis mince, il faut que je revienne sur le pick and pop. Enfin bref, je pense que c'est un atout tactique absolument fantastique pour Orlando, et de plein de manières différentes. Pour le spacing, off-ball, pour des shoots en sortie d'écran, donc ce on peut appeler de la création offensive, mais indirecte, c'est-à-dire que c'est lui qui crée l'attaque et le décalage, mais pas balle en main, c'est une sortie d'écran de 1 ou 2 écrans, d'accord. Il y a le fait aussi qu'il peut créer de l'attaque plus directement, balle en main, donc ça il a développé pas mal. Le passing aussi, en cas de head sur lui, en cas de pick and roll, il peut aussi distribuer un peu plus, même beaucoup mieux qu'avant. Plus donc cet aspect de pick and roll
inverser, et d'ailleurs on peut l'imaginer aussi au classique, Bane qui a la balle, et en poseur d'écran, Banchero, ou en poseur d'écran, Wagner. Et c'est même d'autant plus intéressant où, bon, c'est peut-être pas un passeur génial à ce point encore, Bane, on est d'accord, c'est juste, il peut faire des passes, il peut faire des passes quand même sympas, c'est pas un chapeau 1, mais tout de même. Mais voilà, on parlait aussi de ça, comment est-ce qu'on peut aussi booster l'efficacité de Banchero. Un truc pour l'instant où je reste un peu sur ma faim, c'est tout ce qui est poste d'écran. C'est un mec qui peut être excellentissime en tant que poseur d'écran pour rouler au panier et avoir un lay-up facile, ou même, je pense que ça peut être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur à terme, sur le fameux passing en short roll, c'est-à-dire le poseur d'écran qui roule pas directement au panier, il s'arrête un peu avant et il doit faire l'extra passe en mouvement. Et ça, Banchero, qui est un passeur génial, c'est le fait que tu l'utilises pas en tant que poseur d'écran pour ce short roll, pour moi, c'est une sous-utilisation totale de sa valeur pour l'instant. Donc, l'arrivée d'un mec qui n'est pas non plus, c'est pas un chapeau 1, c'est pas un vrai meneur de métier, etc. Mais tout de même, il y a cette possibilité, beaucoup mieux et beaucoup plus, de débloquer le short roll de notre ami Banchero, ou de Wagner aussi, Wagner peut le faire, mais surtout de Banchero. Pourquoi ? Parce que quand tu le faisais avec Jalen Suggs, bon, Suggs, c'est sympa, mais Suggs, il attirait pas, il était pas assez dangereux en termes de scoring pour attirer à lui la défense et la pression de la défense. Suggs, on n'était pas non plus totalement, et on n'est toujours pas non plus craintif de lui laisser le pull-up à 3 points, le pull-up à 2 points, ou de le laisser d'arriver. Voilà, donc grosso modo, Suggs ou Cole Anthony ou des mecs comme ça, on craint pas non plus à ce point pour sortir sur eux sur pick and roll. Là, si tu donnes un pick and roll à Desmond Bane et que tu poses l'écran assez haut, lui, il peut dégainer le pull-up à 3 points, par exemple. Donc, forcément, peut-être que la défense va venir sur lui. Donc, si la défense vient sur lui, ça veut dire que le poseur d'écran, Banchero, va être un peu seul de rouler au panier. Rouler totalement pour le layup, ou rouler un peu dans cette mi-distance pour recevoir la balle. Hop, Desmond Bane, la crainte du pull-up fait que le défenseur monte, il passe par-dessus à Banchero, qui ensuite fait la décision et qui doit attaquer un sous-nombre. Il attaque en 4 contre 3, Banchero. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment un aspect où ça ne m'étonnerait pas si on se retrouve l'an prochain, été 2026, et qu'on se dit, Banchero, plutôt qu'à d'être à moins 8% d'efficacité par rapport à la moyenne, il est autour des plus 2, quoi. Mais parce qu'il aurait eu plein d'opportunités beaucoup plus faciles, grâce à ça. Donc voilà, c'est un peu, en fait, c'est parfait, quoi. C'est parfait, par rapport à cet aspect. Et en plus, on peut rajouter le bonus, c'est que défensivement, c'est pas du tout scandaleux, c'est pas du tout mauvais ou très mauvais. C'est pas parfait, on est d'accord, mais je trouve que c'est quand même très sympathique, pour le coup. C'est vraiment assez sympathique. Ce qui manque, c'est des bras. Il manque de bras, il a un peu des bras de T-Rex, c'est aussi pour ça qu'il a été drafté un peu plus bas que ce qu'il aurait dû. C'est que s'il avait cette envergure de bras, il aurait été drafté 10e et pas 30e, je pense, j'exagère un peu. Mais oui, il manque un peu des bras, mais la mobilité est là, la puissance est là, il peut aussi défendre un peu plus gros, monter un peu plus en poste éventuellement. Donc voilà, le niveau d'effort est là, et je pense que ça fera pas tâche du tout au niveau Orlando, ou plutôt, pour le reformuler, le gain offensif que va t'apporter Desmond Bane sera largement plus grand que le déficit défensif qu'il va t'apporter relatif à si t'avais mis un Jalen Suggs ou un ultra défensif que Orlando possède déjà. Donc voilà. Je dis pas que c'est aussi bon que Jalen Suggs, évidemment, mais s'il joue à la place de Suggs, le gain offensif, finalement, compense plus que largement le fait que la défense va être un peu moins bonne, je pense. Donc voilà. Après, bon, ça c'est un peu trivial, c'est le sportif, tout est bien, super, génial. Tout de même, on peut en arriver et finir avec le prix, c'est vrai. Le prix, le Orlando Magic a-t-il surpayé pour avoir Desmond Bane ? Bon, déjà, avant de parler même des pics, au niveau du sportif, on va dire. Sportivement, KCP, que j'aime bien, je pense qu'il n'a pas fait une année si catastrophique que ça, à mon sens, niveau Orlando, je crois que j'ai tweeté il y a pas longtemps, mais le début de saison, le tir rentrait pas, mais en fait, on voit que post 1er janvier 2025, donc janvier, février, mars, avril, sur tout le reste de la saison, après le début de saison, il est à 39% à 3 points. Voilà, 39%, c'est aussi bien qu'avant, quoi. Il a toujours été autour des 39-40% en carrière. Donc voilà, il y a eu un mauvais début de saison, mais finalement, la fin de saison a été moins cata, et la saison a été moins cata dans l'ensemble que ce qu'on peut dire parfois. Mais bref, mais non, le truc c'est que moi j'aime beaucoup, et c'est un top 3&D, etc. Après, bon, c'est du poste pour poste. Donc tu perds un poste 2, mais tu le remplaces par un poste 2 qui est encore meilleur. Donc il y a pas de perte, quoi. Mais cela dit, il y a aussi un point à noter, c'est que c'est un peu le refrain qu'on peut faire depuis quelques temps sur plein de cas différents. Les joueurs surpayés ne le sont pas toujours sans raison. Et là, je dis ça, je pique honteusement la phrase de Nico Steelballin, que vous connaissez, Nico, qui avait écrit un article il y a 15 ans maintenant. 15 ans, il avait écrit un article comme ça, les joueurs surpayés ne le sont pas sans raison. D'ailleurs, je crois que c'est marrant parce qu'il l'avait écrit pour Rashard Lewis à l'époque, quand Orlando va chercher Rashard Lewis. Bref, l'idée, c'est aussi de se dire que
parfois il vaut mieux surpayer un joueur pour l'avoir plutôt que pas l'avoir du tout. Donc finalement le surpillage il peut valoir le coup, mais surtout il y a aussi le fait que en surpayant un peu KCP, ils l'ont eu, et donc vous avez vu que ça a pu faire une cartouche pour un trade parce que KCP avait un gros contrat. Donc ça c'est aussi une valeur, une donnée assez importante. On va en reparler bientôt de ça, de cet aspect-là dans le construction d'équipe que je vous avais promis sur OKC Indiana, mais que finalement j'ai dû faire Tom Thibodeau à la place. Donc je l'ai écrit ce podcast, mais on en reparlera. Mais il y a un aspect où voilà, les joueurs surpayés ne le sont pas sans raison, et notamment on prend l'exemple de Indiana par exemple. Bon ils ont surpayé Bruce Brown et ça leur a permis d'obtenir 6 mois plus tard un Pascal Siakam, parce que tu crées une cartouche pour un trade. Est-ce que je m'avance en disant que peut-être quand Giannis va finir à OKC dans une semaine, parce que grâce au contrat à 30 millions de Hartenstein, on pourra aussi le rajouter à la liste, je ne sais pas, mais bref, fermons la parenthèse, mais voilà, vous voyez bien que, au final, les joueurs surpayés ne le sont pas forcément sans raison. Je pense qu'on peut le dire. Là, KCP, que t'as un peu surpayé pour l'avoir, tu l'as eu, il a pas été top, d'accord, mais au final, en un an, tu transformes du cap et KCP en le surpayant, ça devient Desmond Bane un an plus tard. C'est quand même pas mal du tout. Et en plus, un Desmond Bane qui, lui, est sous contrat pour encore 4 ans. Donc, c'est quand même assez génial. Donc, bref, fermons cette parenthèse. On en reparlera plus et mieux bientôt, je pense. Deuxième joueur, c'est Cole Anthony. Bon, j'avoue que je suis pas très fan, moi, de Cole Anthony. C'est un peu le genre de joueur que j'aime pas trop. Beaucoup de pull-up, beaucoup de tirs compliqués, etc. La défense a été un peu meilleure depuis en carrière, mais en même temps, tout le monde a progressé avec Jamal Mosley en défense. Mais bon, là encore, une autre leçon, non pas les joueurs surpayés le sont sans raison, quoique un peu quand même, mais non, c'est aussi, ça montre aussi à quel point est-ce que ça peut être utile, c'est un peu la même veine, hein, mais de prolonger des jeunes que tu as draftés, qui sont pas forcément des totales réussites. Peut-être on peut le formuler comme ça, c'est-à-dire que Cole Anthony a été prolongé pour, je crois, 10-12 millions, un truc comme ça. C'était, bon, c'est pas des tonnes, mais voilà, est-ce que sportivement il aurait pas mieux valu le laisser partir? Je pense que oui, sauf que tu le prolonges, tu le gardes dans le cap et, bah tiens, ça te fait encore une cartouche pour un trade. Pour donner un autre exemple, je pense que, pareil, le fait que Denver ait donné un contrat à Zekenaji, on est d'accord qu'il le méritait pas forcément, pas à cette somme-là de 9 ou 10 millions, mais vous allez voir que Zekenaji, bah, c'est quand même 10 millions. Plutôt que le perdre pour rien, tu te crées une cartouche pour un trade à 10 millions que tu vas pouvoir ensuite échanger. Je pense que Cole Anthony, bon, il a un peu plus joué, et d'accord, mais il y a un peu de ça quand même, tout de même, dans la prolongation de Cole Anthony. Donc voilà. Et puis donc on arrive surtout aux 5 picks, puisque comme je dis, je rappelle, 4 picks plus un swap, donc on peut dire 5 picks, je pense. Est-ce que c'est trop? C'est la vraie question. Faut dire aussi que, premièrement, Orlando, jusqu'ici, était quand même blindé au niveau des picks. C'est-à-dire que 2025, ils en avaient 2, donc le leur plus celui de Denver. Je crois que c'est l'époque du trade de Aaron Gordon, si je dis pas de bêtises. Pick des Nuggets non protégés qui part à Orlando. Donc 2025, ils en avaient 2, 26, ils avaient un swap, 27, ils avaient le leur, 28 aussi, 29 aussi, 30 aussi, 31 aussi. Donc, ils avaient vraiment des tonnes et des tonnes de picks pour l'instant. Donc le fait de pouvoir piocher comme ça là-dedans, il y avait la possibilité, et je pense qu'il va encore t'en rester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ils ont 8 pics, ils avaient 8 pics, ils en ont dépensé 5. Ok. Moi, sur le prix, je vais vous dire, je vois qu'il y a beaucoup de débats un peu partout sur Internet et dans les avis, les vidéos, etc. Je peux vous dire, pour moi, il y a deux données, il y a deux prismes par lesquels on peut prendre ceci. Premièrement, en soi, c'est pas un prix qui me paraît choquant, premièrement. Mais deuxièmement, là où ça peut l'être un peu plus, et c'est vrai, c'est que relativement à ce qu'on pourrait appeler l'Argus, le marché, l'état du marché, c'est vrai que c'est un peu, non, je vais pas dire surpayé, mais ça correspond pas totalement à ce qui se fait sur le marché. Et donc, pour expliquer un peu plus cette différence, pour moi, en soi, ça ne me choque pas de mettre ce genre d'asset sur la table, en termes de la valeur de ces pics-là, en termes de quel joueur tu peux avoir en retour, etc. Si vraiment le monde s'arrêtait, il y avait que ce trade qui existait, dans ce prisme-là seulement, je trouve pas que ça soit si choquant que ça. Premièrement. Mais deuxièmement, comme dit aussi, il y a cet aspect où les prix du marché ne semblaient pas être aussi élevés. Donc, ça peut se défendre dans le référentiel auto-centré de cet échange, de dire, oui, mais la valeur de ces 5 pics, finalement, pour nous, elle est moins grande que la valeur d'avoir Desmond Bane sous contrat pour encore 4 ans, vu l'état de notre équipe, etc., etc. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Sauf que la question, et là où beaucoup de monde peut sans doute tiquer, c'est que cet échange, il existe dans un marché. Et un marché où, en fait, c'est ce qui est aussi sous-entendu, peut-être que tu aurais pu avoir Desmond Bane pour moins.
Bon, c'est facile à dire, c'est aussi Memphis qui a forcé, donc peut-être que tu aurais pas pu l'avoir pour moins, parce que Memphis aurait accepté moins, mais en tout cas, les gens sont un peu en train de se dire, bon, 5 tours de draft, c'est pas pour un joueur de calibre Desmond Bane. Donc le marché, la cote à l'Argus, ça correspond pas, c'est relativement à ça que tu as surpayé. Donc je pense que le débat tourne autour de ça, souvent, le débat entre gens qui sont pas d'accord, entre ces deux visions, entre d'un côté ceux qui vont beaucoup plus s'attarder sur le prix en soi, sur la valeur des picks versus la valeur de Desmond Bane, etc. Et de l'autre côté ceux qui argumentent que oui, mais d'accord, mais sauf que le marché n'agissait pas comme ça pour l'instant. Donc en fait, c'est un surpayage par rapport au marché. Et que soit tu aurais pu avoir une superstar avec 5 picks, soit pour Desmond Bane, tu aurais pu l'avoir pour moins cher, ou un joueur de calibre Desmond Bane, tu aurais pu l'avoir pour moins cher, etc. Donc la différence entre valeur intrinsèque et relative. Là-dessus, bon, moi j'ai pas trop d'avis, mais je trouve que c'est un bon move côté Orlando, même si c'est un surpayage relatif au marché, mais bref. Après, on peut se poser aussi la question, est-ce que au final, le prix n'a pas été aussi élevé parce que Desmond Bane était hors marché? Parce que justement, Desmond Bane n'était pas sur le marché, n'était pas disponible. Je dois dire que non, je pense pas. Pour une raison qui est très simple en vérité, c'est que on a bien expliqué les tenants et les aboutissants de Memphis, les propriétaires, le financier. Vous voyez bien que ça allait arriver à ça. Je pense pas que ce soit Orlando qui a appelé d'un coup, qui a appelé nos amis de Memphis en mode au fait il est dispo Desmond Bane ou pas, et Memphis non, on comptait pas s'en séparer, mais ils font quand même une grosse offre, peut-être que oui. Je pense pas. Je pense que c'était un peu, on se dirigeait un peu vers ça. C'est un peu voilà, quand on recoupe toutes les décisions depuis 4-5 ans financières, on arrive à ça. Donc c'est un peu moi mon avis. Et d'ailleurs, au passage, mini parenthèse, je ne sais pas s'ils sont champions ou pas au moment où vous écoutez ça, où ils ont perdu la finale, peut-être si vous écoutez dans 2-3 jours. Dommage qu'OKC n'ait pas pu mettre la main sur Desmond Bane. Pour le coup, les 5 picks, ils auraient pu ils auraient pu matcher l'offre, voire même en faire une meilleure. Et ouais, ça aurait été parfait, quoi. Ça aurait vraiment été parfait, un Desmond Bane là-dedans. Le truc parfait, quoi, Desmond Bane. Mais bon, bref, fin de la parenthèse, arrêtons de penser à OKC. Et donc, bon, l'argument, la cote à l'Argus, d'habitude le marché, ça part pour moins, etc. Ça, c'est pas très compliqué à expliquer. Je pense que vous serez assez d'accord, vu que d'autres superstars sont partis pour parfois moins que 4-5 picks. Donc là, Desmond Bane, c'est une disproportion par rapport à d'habitude, on va dire, d'accord. Mais pour expliquer l'autre côté maintenant, expliquer pourquoi, pour moi, c'est pas si choquant que ça, la valeur de 5 picks pour Desmond Bane. En fait, je pense qu'il faut aussi retenir et garder en tête l'idée qu'un pick n'a jamais plus de valeur que dans un trade, à mon avis. Un pick a plus de valeur en tant que atout et asset d'échange dans un trade, plus que en tant que quand on le dépense pour drafter. Notamment parce que, et surtout, dans le cas de Orlando, a priori, on va avoir affaire à un Orlando qui va être compétitif. Donc finalement, les picks, ce seront des picks plutôt bas placés. Ça va pas être des picks ni dans le top 10 et a priori, on espère, pas dans le top 15. Donc plus tu descends dans la draft, plus la proba de trouver un bon joueur est faible. Et ça, c'est pas, voilà, oui, après on peut dire, oui, non, mais il faut bien bosser, etc. Oui, on est d'accord. Mais on a aussi des données depuis 20, 30, 40 ans qui nous montrent que en fait plus tu descends, plus le nombre de bons joueurs que tu arrives à trouver sur des pics 21, 22, 23, etc. ça baisse. Donc en fait si on prend une approche vraiment très probabilistique pour le coup, la valeur moyenne d'un pic de draft qui va être 17 ou même 20, 22, 23, elle est largement plus faible, voire même négligeable par rapport à, de l'autre côté de la balance, un mec comme Desmond Bane qui est déjà une star, qui est déjà affirmé, qui est déjà un excellent joueur, sous contrat en plus. Et comme on dit, plus tu es une bonne équipe et plus tu es une équipe compétitive, et c'est ce que ce transfert fait de facto, moins tes picks auront de la valeur mécaniquement. Donc il y a aussi ça toujours à tenir en compte quand une équipe, pour se renforcer, lâche beaucoup de choix de draft, c'est que en fait, ce faisant, les choix de draft deviennent automatiquement moins bons. Donc, je dis pas que c'est rien, mais en effet, les picks qu'envoie Orlando, a priori, sont quand même beaucoup moins bons que s'ils les avaient gardés, ils n'avaient pas eu Desmond Bane et ils auraient été une équipe beaucoup plus moyenne. Et même plus que ça, la probabilité que un seul de ces picks ou des joueurs que si Orlando avait drafté année après année, ils avaient drafté 5 joueurs. La probabilité que un seul de ces joueurs devienne meilleur que Desmond Bane actuellement, c'est une proba qui est infime. C'est possible, hein. D'ailleurs, Desmond Bane lui-même, on l'a dit, a été drafté tout en bas du premier tour, 30e. Donc c'est possible. Mais là, on parle de probabilité. Et en plus de surcroît, on rajoute également le fait que Desmond Bane, ça permet de jouer maintenant. Et je dirais pas non plus qu'il y a une urgence à Orlando d'être compétitif,
Mais en tout cas, il y a un intérêt à être bon de suite. Et c'est pas l'urgence absolue. Il faut absolument qu'on soit bon. On fait n'importe quoi. On fait plein de trades pour éviter que, ah non, Banchero, il veut partir ou ce genre de choses. Non, il n'y a pas d'urgence. Mais, tout de même, on a déjà une équipe qui est assez bien construite, plutôt bien construite, qui a encore des défauts. Et d'ailleurs, il vient pallier parfaitement ses défauts. Mais il y a quand même cette idée que, sans être dans l'urgence absolue de faire des trades paniques, tout de même, on a une équipe qui, en l'état, peut être bonne. Donc, allons-y, optimisons-la. Et en un sens, on peut jouer le court terme sans forcément un court terme qui sacrifierait le moyen ou long terme, mais jouons le court terme. Après, là, on en revient aussi à des questions sans doute plus philosophiques et plus personnelles à chaque propriétaire, etc., mais quel est un peu le but du jeu, quoi. Pour certains, le but du jeu, ça peut être juste d'exister. Pour d'autres, et sans doute que nous, en tant que fans, on préfère ça, cette vision-là, le but du jeu, c'est aussi d'être le meilleur possible. Donc forcément, l'optimisation, quand on peut, on y va. Et puis, c'est pareil, il y a aussi un truc qu'on oublie à chaque fois, mais faut penser aussi à la temporalité. 5 pics, ça paraît énorme, donc 5 chances d'avoir un mec génial, ça paraît très bien. Après, on le rappelle, c'est un pic par an. Hein, c'est pas comme si les 5 pics étaient pour cette année. Hein, il y a pas de cet été-là, ils auraient pu drafter 5 mecs d'un coup, prendre des paris, les développer, etc. Non, c'était un pic en 2025, un autre qui vont concéder en 27 forcément, 27, 29, 31, je crois que ça doit être ça à peu près, parce que à cause de la Stepien Rule, ça peut être que comme ça. Donc vous voyez que la valeur de Desmond Bane, elle est non seulement beaucoup plus forte, mais en plus elle est maintenant. Alors que le raisonnement sur les pics, c'est du long terme ou très long terme. Et en fait, tu ne toucherais pas la valeur de ce fameux joueur drafté avant 2031. Donc il y a ça aussi qu'on oublie parfois, c'est cette notion de temporalité où peut-être que certains peuvent préférer les paris sur des jeunes plutôt que un joueur très fort, mais le pari sur ton jeune, t'en auras un en 27, un en 29 et un en 31. Donc voilà, c'est quand même très très loin, et c'est quand même pas pareil que la star que tu obtiens dès maintenant et qui peut t'apporter de la valeur, non pas en 2025, mais peut-être de 2025 jusqu'à 2031. Donc il y a aussi cette valeur qui se multiplie par les années, alors que le pic, tu ne peux l'avoir que, parfois, dans très longtemps. Et puis, en plus, pour accentuer encore, pour nuancer encore le côté prix très fort, ou pour le justifier en tout cas, pour moi, c'est aussi un besoin vital. C'est un besoin vital, l'aspect de shoot et l'aspect de création, et c'est pour moi une des, si ce n'est la meilleure optimisation possible. Alors, quand on sort un peu de, Luka Doncic, ou alors Stephen Curry, ou des mecs comme ça, d'accord, mais honnêtement, pour moi, ça se rajoute aussi à ça, dans le sens où tu as déjà, je pense, une assise défensive qui est d'élite. Clairement ça l'est, factuellement. Tu as une assise défensive d'élite. Tu as des jeunes qui peuvent encore progresser. Je pense que Franz Wagner, on est un peu loin. On n'y est pas encore à son potentiel maximum. Je pense aussi que c'est improbable, et j'ai mes doutes, mais Banchero, il y a des choses très très sympas à faire avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu viens rajouter un mec qui vient pallier parfaitement au manque d'une équipe qui est déjà bonne. Tu as déjà une équipe qui est bonne et qui, en plus, ses défauts peuvent être en partie, voire même en grande partie, compensés par l'arrivée de ce joueur. Et donc, pour le reformuler autrement, vous allez comprendre, pour moi, balancer 5 tours de draft sur Desmond Bane, c'est finalement plus acceptable et un peu mieux que s'il l'avait fait pour Rudy Gobert. Là, dans le cas d'Orlando, dans ce cadre-là, griller autant d'atouts pour un mec qui va aider, hein. Évidemment, Gobert est génial, mais ça vient pas aider tant que ça. L'équipe est déjà élite en défense, en dehors de ça. Vous voyez un peu l'idée. Donc le fait que, dans le contexte du Magic, 5 picks pour Desmond Bane, pour moi, c'est largement plus acceptable et entendable, voire même justifiable, que 5 picks pour un autre pivot défensif, un gros ailier ou une star défensive, etc. Ou pareil, 5 tours de draft pour un mec de profil Desmond Bane mais pas aussi fort, non, là ça serait pas du tout acceptable. 5 tours de draft pour un mec comme Cam Johnson par exemple, non, j'aime beaucoup Cam Johnson, mais non. Là, il y a un peu ce double truc de non seulement son niveau est très fort, et c'est peut-être là aussi où on peut différencier de certains qui le trouvent un peu moins fort, peut-être, mais le niveau premièrement est très fort, et puis deuxièmement, ça vient aussi combler largement un manque. Là encore, analogie très simple de nous dans la vie quotidienne. Si tu as déjà 2 ou 3 voitures, est-ce que tu vas balancer 10 000 pour en acheter une 4e ? Non, ça paraît une très mauvaise utilisation de ton argent. Alors que si t'as pas de voiture et que tu as besoin d'une voiture pour aller travailler notamment, là, le prix est quand même largement plus justifiable. Vous voyez, je dis un peu n'importe quoi, mais j'espère que vous voyez un peu l'idée. Donc voilà. Et puis, dernier point. Non pas que ce soit l'urgence par rapport à Banchero ou Wagner qui veulent se barrer, etc. Mais, il y a quand même un tic-tac. Il y a quand même un tic-tac tout de même.
et par rapport à la construction d'équipe. Dans le sens où, pour l'instant, tu as des joueurs qui, forcément, sont encore sous contrat rookie, qui ont déjà signé des prolongations de contrat, notamment Wagner et Suggs, d'accord, mais elles sont pas encore rentrées en compte dans le salary cap. C'était des prolongations anticipées, puisque draft 2021, donc 4 ans, et puis le nouveau contrat, c'est la 5e année. Donc bref, l'an prochain, et Banchero est encore sous contrat rookie. Voilà. Donc, forcément, on en parle régulièrement, mais il y a cet aspect où la prolongation de tes jeunes joueurs doit arriver en dernier. Pourquoi ? Parce que il y a ce truc qu'on a développé où tu peux prolonger tes propres joueurs en dernier lieu, parce que tu peux dépasser le cap à volonté, ce faisant. Donc, en fait, avant que tous tes jeunes ne commencent à toucher des grosses sommes plutôt que des petits contrats rookies, c'est maintenant qu'il faut se blinder. Et donc, faire Desmond Bane maintenant, en un sens, en termes de timing, c'est bien. Parce que ensuite, tu pourras pas le faire. Et là, c'est vrai que j'ai même pas dit, mais Orlando encaisse plus de salaire que eux n'en envoient en retour. Donc, c'est maintenant que tu te blindes, parce que dès l'an prochain, Franz Wagner, son gros contrat, s'active. Pareil pour Suggs, un peu moins gros, mais voilà. Et puis surtout, Banchero ensuite. Banchero qui, cet été, aura une prolongation anticipée, mais qui entrera en compte l'été d'encore après. Donc l'été 26, pour la saison 27. Voilà. Donc, voilà, c'est maintenant qu'il fallait agir, c'est maintenant qu'il fallait un peu se rajouter des pièces, parce que la cerise sur le gâteau, le dernier élément, ce seront les prolongations de tes jeunes joueurs. Donc voilà. Cela dit, pour terminer, on a dit en quoi le prix était justifiable, acceptable ou entendable, d'accord ? Tout de même, quelques éléments pour dire à quel point on est quand même sur un truc un peu cher, ou quelques nuances de l'autre côté cette fois-ci. Bon, le fait que, on l'a déjà dit, la cote à l'Argus et le marché est quand même un peu... D'habitude, c'est pas celui-là. Donc, le prix est un peu élevé par rapport à ça, par rapport au marché, pour un joueur de ce calibre. D'habitude, ce genre de prix, c'est réservé à des stars, et effectivement, ou en tout cas des superstars. Desmond Bane ne l'est pas. Donc, d'accord, là on est sur un surpayage en règle, d'accord. Et puis, il y a aussi un autre élément, le fait que, t'en avais 8, t'en as donné 5, t'as plus que 3 pics. Et encore, les pics, si tu veux les échanger, il faudra un peu faire des swaps. Tu peux pas échanger, par exemple, vu qu'ils ont échangé 4 pics, ça doit être le 25, 27, 29 et 31 pour que ça rentre. Il te reste 28 et 30, techniquement, mais tu peux pas les échanger avant 2028 et avant 2030. Ou alors, tu les échanges en swap. Or, le meilleur atout pour continuer à remodeler un effectif, ça reste des premiers choix de draft. Notamment quand on est l'été, qu'il y a tel bon roleplayer qui est sur le marché, hop, tu peux le choper avec un contrat et un tour de draft. Ou pareil, au niveau de la trade deadline, si t'as, alors je sais pas un KCP, mais un mec de type KCP, ou un mec comme Cam Johnson, ou des mecs comme ça disponibles, ça coûte en général un tour de draft. Donc c'est vrai que là, avec ça, il faut quand même garder ça en tête, et même si j'ai justifié, le prix de Desmond Bane, il y a aussi ce truc de, tu t'es un peu appauvri de ce côté-là, et tu auras quand même moins d'options, moins de force de frappe pour, une fois que ton équipe compétitive sera en place avec Desmond Bane, tu auras moins d'options de, tiens, il y a tel roleplayer qui est sur le marché, balançons un premier tour de draft pour l'avoir. Ça va un peu moins être possible côté Orlando, parce qu'il y aura beaucoup moins d'options de ça, en fait. Beaucoup moins d'options de pick. Donc ça, c'est tout de même à tenir en compte. C'est bien d'avoir Bane, c'est bien. C'est pas scandaleux non plus le prix, mais tu t'es quand même un peu privé d'options de remodelage d'effectifs l'an prochain, dans 6 mois, dans 18 mois, dans 2 ans, 3 ans, de tel ou tel petit move que tu pourrais faire, voilà, ce genre de choses. Tu t'en es un peu privé parce que t'as plus de pick, quoi. T'as plus de premier tour de draft qui sont un peu le truc par lequel on passe pour ce genre de move, non pas minuscule, non pas énorme, mais un peu de taille moyenne. Donc voilà, c'est aussi à garder en tête. Bref, donc voilà, on a à peu près tout abordé, j'espère. Si j'ai oublié des trucs, vous me dites, mais voici mon avis sur le trade, l'échange de Desmond Bane de Memphis jusqu'à Orlando. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, petite respiration entre matchs des finales, pour le coup, qui arrive un peu tard, mais qui arrive, ça arrive toujours, même si j'ai des petits problèmes de retard en ce moment. Mais voilà, un trade qui est pas non plus, c'est pas non plus la folie à décortiquer, mais c'est vrai que ne serait-ce que clarifier un peu les intentions de Memphis, c'était un peu mon objectif d'expliquer en quoi ça ressemble tout de même à du financier, plutôt que partir dans des trucs, oui, mais alors John Jackson va être échangé, où est-ce qu'il pourrait aller, etc. Alors je sais que j'aurais pu faire du clic, d'ailleurs, j'aurais pu faire du clic, mais bon, c'est pas exactement ce qui m'intéresse, pour le coup, parce que, justement, je ferai autrement.
Mais voilà, je pense que c'était quand même important. C'est important par rapport à Memphis, c'est important aussi. Bon, par rapport à Orlando, la question du prix aussi était revient pas mal dans les débats, donc je voulais la tacler également. Et donc voilà, premier podcast d'intersaison alors que la saison n'est pas encore terminée. J'espère que ça vous aura plu et j'espère qu'on aura bientôt d'autres affaires. Hein. Je vois que Giannis dit qu'il veut rester. J'espère que c'est une façade. J'espère que c'est une stratégie pour faire monter les enchères autour de Milwaukee et de Giannis. On l'espère en tout cas. Bref, donc voici pour ce podcast. La prochaine fois, c'est demain. Demain, on a le match 6 entre Oklahoma City et Indiana. Je vais avoir une journée de vendredi assez compliquée, donc c'est pas sûr que le débrief sorte à chaud, très très chaud le jour même vendredi. Mais au pire, j'espère pouvoir le sortir samedi. Mais c'est pas sûr, voilà. Idéalement vendredi, le jour même, donc demain. Mais vu que ça va être un peu tendu, peut-être pas demain, peut-être qu'on fera ça samedi. Et peut-être que ça sera un podcast aussi, bilan des finales, je ne sais pas. On verra bien. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, ça fait plaisir comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.